Deuxième tome, Les brumes d'Avalon. Première partie, Le roi cerf. Chapitre 1. Le soleil semble avoir complètement oublié le Lothian, pensa la reine Morgause, en s'éveillant aux premières lueurs d'une pâle et froide lumière hivernale. Il était certainement encore très tôt, car on n'entendait pas encore les cris des dindons dans la basse-cour du château. Elle se retourna donc, en soupirant, et vint se blottir contre le corps musclé du jeune homme endormi près d'elle. Lochlane, c'était son nom, jouissait de ce privilège depuis plusieurs mois. Soldat du roi Lot, il n'avait pas attendu la mort de son souverain pour jeter des yeux de convoitise sur la reine, et celle-ci, redoutant les longues nuits glaciales et solitaires, avait vite cédé à son désir. Non que Lot n'eût été un bon époux, mais, dès la naissance de leur quatrième fils, il avait lui-même déserté de plus en plus fréquemment la couche royale, pour aller retrouver l'une ou l'autre des jeunes suivantes de sa femme, prenant toujours la précaution de les choisir en fonction des bonnes dispositions qu'elle laissait deviner à son égard. Morgause, d'ailleurs, n'avait jamais fait grief à son mari de son penchant pour les jolies filles à cervelle d'oiseau, pas plus que celui-ci n'avait songé une seule fois à lui reprocher son goût prononcé pour les beaux garçons. Si le roi et la reine avaient donc souvent vécu leurs nuits séparément, ils s'étaient en revanche toujours retrouvés parfaitement unis pour gouverner ensemble le royaume. En effet, contrairement à la plupart des souverains de Grande-Bretagne, qui méprisaient l'opinion des femmes, Lot n'avait cessé de tenir son épouse au courant des affaires et écouter ses conseils en toute occasion. Aussi n'eut-elle aucune difficulté à exercer le pouvoir au lendemain de la mort du roi, toutes les tribus se félicitant d'avoir à leur tête une souveraine aussi avisée. Comme le jour se levait péniblement, le silence, soudain, fut rompu par le disgracieux et bruyant glou-glou des dindons, suivi bientôt d'un remue-ménage en provenance des cuisines, d'où s'échappaient par cascades des éclats de rire juvéniles et d'appétissantes odeurs de galettes grillées. « Je suis la reine d'un pays heureux qui a la chance de connaître la paix depuis de longues années, » se dit Morgause en s'étirant langoureusement. « Et si, par malheur, une guerre se déclarait, mon fils aîné Gauvin serait sûrement à même de repousser les envahisseurs. Mais voilà bien longtemps que je ne l'ai vu. Depuis qu'il a été fait chevalier, il ne semble plus guère quitter la cour du haut roi Arthur. » Lochlane, qui s'éveillait à son tour, la rappela à la réalité immédiate en l'attirant à moitié endormie dans ses bras. Mais, refusant de se laisser entraîner au-delà d'un rapide baiser, Morgause s'assit sur le lit en repoussant vivement les lourdes couvertures de fourrure. « Allons, sauve-toi vite maintenant, » dit-elle. « Que penserait Gouidillon s'il venait à entrer dans la chambre? Rien n'échappe à cet enfant, tu le sais. »« Tu as raison, » convint Lochlane en bâillant bruyamment. « Le petit est très observateur. Mais crois-tu qu'il se préoccupe déjà de ce que peut faire un homme dans la chambre d'une dame ? » « Avec lui, je ne suis sûre de rien, » soupira Morgause. « Il faut donc être prudent. » Gouidillon, il est vrai, faisait preuve d'une étonnante maturité pour un enfant de son âge. À 10 ans, il ne supportait aucune allusion ayant trait à ses jeunes années. N'était-il pas un jour, alors qu'il avait à peine 4 ans, entré dans une rage folle sous prétexte qu'on lui avait interdit d'aller dénicher des oiseaux sur les falaises en compagnie de camarades beaucoup plus âgés que lui ? « J'irai, personne ne m'en empêchera !» avait-il hurlé, trépignant, le visage tendu vers Morgause avec un air de défi. Combien de fois ensuite avait-il répété les mêmes paroles, indifférent aux menaces de sa mère adoptive, les fessées n'ayant sur lui d'autre effet que de décupler son agressivité ? Elle avait bien essayé, à mesure qu'il grandissait, d'employer des méthodes plus coercitives pour fléchir son caractère, le menaçant par exemple de le faire déculotter et frapper avec une lanière de cuir par sa nourrice devant tous les habitants du château. Mais elle n'avait obtenu qu'une amélioration passagère, l'enfant ayant une trop haute idée de sa dignité pour supporter une telle humiliation. Toujours est-il qu'à nouveau, il n'en faisait qu'à sa tête, et que rien ni personne ne semblait pouvoir l'arrêter. Sans doute une correction magistrale, administrée en temps et en lieu voulu, serait peut-être venue à bout de lui. Mais qui, sérieusement,
désirait employer la manière forte avec le jeune Gouidillon. Probablement, pensa Morgause, deviendra-t-il plus vulnérable lorsqu'il commencera à tenir compte de l'opinion des filles à son égard. Il est aussi beau que Lancelot, avec la peau sombre et les traits de Morgane et du peuple des fées. Lancelot. Gouidillon se montrerait-il comme lui, indifférent envers les femmes? Elle ressentait encore l'offense cuisante que lui avait fait subir l'homme le plus attirant, le plus séduisant qu'elle ait rencontré depuis des années. Mais en dépit de ses avances à peine voilées, le beau Lancelot avait feint de ne rien remarquer, et n'avait cessé de l'appeler, ostensiblement, tante, comme pour bien lui rappeler leur différence d'âge et le fait qu'elle ne serait jamais à ses yeux que la sœur de Viviane. Chassant de ses pensées ce désagréable souvenir, Morgause accueillit avec plaisir le bol de lait chaud, les galettes et le beurre que lui apportaient ses servantes. Comme elle s'entretenait avec elle des travaux de la journée, Gouidillon pénétra dans sa chambre. « Bonjour, mère. Je viens de cueillir ces baies uniquement pour vous. Prenez-les, elles sont bien mûres. Voulez-vous que j'aille chercher un peu de crème à la laiterie ?» demanda-t-il, en lui tendant tout heureux la coupe de boîte débordante de fruits rouges. Morgause sourit, tout attendrie. L'heureuse époque où, petit garçon, il sautait sur son lit, se glissant en riant sous ses couvertures, lui revint en mémoire. En plein hiver, comme il aimait s'enrouler dans les fourrures et en émerger, échevelé, pour croquer à pleines dents les galettes d'avoine. Sentir alors contre le sien le petit corps souple et agile était si doux. Le temps de l'innocence était malheureusement définitivement révolu. « Tu es bien matinale, » murmura-t-elle en l'embrassant. « Tes baies sont magnifiques. Merci, je ne veux pas de crème. Aimerais-tu me voir aussi grosse que la vieille truie ?» Gouidillon pencha la tête, cligna des yeux comme un oiseau ébloui par le soleil. « Mais vous pouvez manger autant de crème que vous le désirez, car même grosse, vous serez toujours aussi belle, » s'exclama-t-il, l'air le plus grave du monde. Décidément, ce n'était plus un enfant qu'elle avait devant elle, mais presque un adolescent. Certes, à l'image d'Agravin, il ne serait jamais très grand, et paraîtrait toujours menu, à côté d'un géant comme Gareth. « Comme tu es élégant aujourd'hui, » ajouta-t-elle, remarquant ses cheveux soigneusement coiffés, ses ongles courts et propres, sa tunique des jours de fête. « As-tu coupé tes cheveux tout seul ?»« Non, on m'a aidé. J'ai dit que j'en avais assez de ressembler à un chien errant. Je veux être comme Lancelot, toujours rasé et les cheveux courts. Lui ressemble à un seigneur. » À la vue de la petite main brune, griffée par les ronces, et des genoux écorchés, que dissimulait mal la belle tunique, Morgause eut du mal à garder son sérieux. « Pourquoi as-tu mis cette tunique neuve ? J'ai déchiré l'autre dans les taillis, en cueillant vos baies. » Gouidillon observa alors un moment de silence, son petit visage reflétant soudain une préoccupation apparemment très éloignée de sa tenue. « Savez-vous qu'ici, toutes les femmes disent que je ressemble à Lancelot ? Elles me posent parfois des questions, et je ne sais pas quoi répondre. Mère, dites-moi. » Gouidillon baissa la tête et balbutia à voix très basse. « Dites-moi, la vérité. Lancelot est-il mon père ?» Le voyant si vulnérable et anxieux tout à coup, Morgause très doucement prit ses mains dans les siennes et l'attira à elle. « Non, Gouidillon, je peux t'affirmer que Lancelot n'est pas ton père. Il combattait en Armorique aux côtés de son père le roi Ban lorsque tu as été engendré. Peut-être lui ressembles-tu tout simplement parce qu'il est le fils de Viviane et qu'il est ton cousin. Allez, file maintenant, » dit-elle, le congédiant en lui donnant un baiser. « Je dois m'habiller et je suis en retard. » « Pourquoi m'en aller ? Je vous vois au saut du lit tous les jours depuis que je suis tout petit. »« C'est vrai, mais tu es trop grand maintenant pour me regarder ainsi. Ce n'est pas convenable. »« Mère, vous souciez-vous vraiment de ce qui est convenable ou non ?» demanda contre toute attente Gouidillon, en dirigeant ostensiblement ses regards vers le creux laissé dans le lit par le corps de Lochnan. « Gouidillon est-il un homme, un druide ou un enfant ?» se demanda Morgause, prise au dépourvu, sentant malgré elle ses joues rougir d'irritation. « Je n'ai aucun compte à te rendre, Gouidillon, et fais ce qui me plaît. Ma conduite ne te concerne en rien. »« Bien sûr, mère. Mais je deviens grand, vous l'avez dit vous-même,
et il est naturel que j'en sache maintenant davantage sur les femmes. Je préfère donc rester avec vous et bavarder. » « Soit, reste si tu le désires, » concéda Morgause, quelque peu décontenancée par la ténacité de l'enfant. « Mais tu tourneras le dos pendant que je m'habillerai. » Gouidillon s'exécuta sans protester, avec un sérieux et un naturel parfait, ce qui ne l'empêcha nullement d'intervenir à nouveau quand une suivante apporta la robe de sa maîtresse. « Oh non, pas celle-ci, plutôt la bleue, la nouvelle avec la tunique safran. »« Tu as décidé de te mêler aussi du choix de ma toilette ?» l'interrompit Morgause, perdant patience. « Oui, j'aime tant vous voir belle, » insista le gamin d'un ton enjôleur. « N'oubliez pas de relever aussi vos cheveux et de mettre votre bandeau d'or. »« Gouidillon, tu es insupportable. Me vois-tu assise au milieu des femmes, à carder la laine, parée comme pour les fêtes du solstice d'été ? Elles vont toutes se moquer de moi. »« Je suis sûre que non, » acheva l'enfant la voix changée. « Aujourd'hui, vous allez recevoir une visite inattendue. » « Dans ces conditions, » reprit gaiement Morgause, faisant mine d'entrer dans le jeu, « il faut aussi commander aux cuisines des gâteaux au miel. Et des poissons, cuits sous la cendre. Si tu veux, mais alors tu iras les pêcher toi-même. Tout le monde est trop occupé aujourd'hui pour aller à la pêche. »« Je pourrais emmener Loclane avec moi. Il viendra si vous lui demandez. » Morgause ne releva pas le défi. Cette fois, elle renvoya son fils adoptif avec fermeté et s'employa à donner ses ordres pour la journée. Mais, tout en vaquant à ses occupations domestiques, il lui fut impossible de ne pas continuer à s'interroger sur le comportement insolite de Gouidillon. Pourquoi avait-il donc tant insisté pour la voir passer sa robe de fête et mettre son bandeau d'or ? Pourquoi, de son côté, avait-il enfilé sa plus belle tunique, alors qu'aucun événement particulier ne devait marquer la journée ? Aussi se demanda-t-elle plusieurs fois, au fil des heures, si l'enfant n'avait pas le don de seconde vue. Rien pourtant ne le laissait présager, car, lorsqu'elle lui avait posé la question, il avait prétendu ne pas comprendre ce qu'elle voulait dire. S'il avait d'ailleurs possédé cette faculté rare, elle s'en serait sûrement aperçue, ou bien il s'en serait déjà vanté. Gouidillon, il est vrai, était si différent des autres enfants et n'avait rien de commun avec les fils de Lot. Il n'aimait ni les armes, ni les exploits de chevalerie, ni les jeux de garçons de son âge. En revanche, il éprouvait beaucoup d'attirance pour la musique, et il lui arrivait parfois de rester assis des heures entières à chantonner d'étranges complaintes ou à jouer rêveusement du pipeau que fabriquaient les bergers de la montagne. 3 ans de suite, un prêtre, que Lot avait fait venir de Iona, avait vécu à la cour pour apprendre à lire à Gouidillon et à Gareth. Mais autant ce dernier montrait peu d'inclination pour le travail intellectuel, autant Gouidillon, doué d'un esprit rapide et d'une excellente mémoire, aimait s'absorber dans les écrits des anciens Romains, s'intéressait à l'histoire des Césars et aux spéculations philosophiques. Quel père pouvait rester insensible à tant d'application et de maturité précoce ? Or, le roi Arthur semblait continuer à ignorer son existence et n'avait toujours pas de fils de sa reine. Pourquoi Morgane n'avait-elle jamais avoué au souverain qu'il était le père de Gouidillon ? Pourquoi n'avait-elle pas utilisé ce secret comme arme contre le haut roi, l'obligeant par exemple à lui faire épouser l'un de ses plus riches vassaux, ou bien à lui faire don de bijoux et de terres ? Morgane, il est vrai, se moquait des richesses matérielles. Seule comptait pour elle sa harpe et l'enseignement des druides. Quelle folie de ne pas vouloir tirer parti de la connaissance d'un tel secret, celui de la naissance du fils du roi Arthur. Ah, si elle, Morgause, avait été à sa place. Toute droite assise dans la grande salle du château, vêtue de ses plus beaux atours, Morgause cardait pensivement la laine fournie par la tonte du printemps dernier. Les vêtements de Gouidillon devenaient trop petits, il lui en fallait d'autres. Devait-elle lui en tisser des neufs, ou lui donner ceux d'Agravin, qu'il faudrait alors remplacer ? Elle cherchait à résoudre au mieux ce petit problème domestique, lorsque Gouidillon fit irruption dans la pièce, un gros gourdin à la main, sa tunique retenue au-dessus des genoux par une large ceinture de peau. « Je prends du pain et du fromage, et je cours aux clôtures voir si tout va bien », prit-il juste le temps de dire, avant de tourner les talons, sans demander son reste. À peine était-il sorti
que Lachlan apparut à son tour, brandissant en riant un énorme poisson, suivi d'Agravin hilar lui aussi. « La prise suffirait à nourrir toute la maisonnée, gloussait-il de concert. Nous allons le farcir d'herbes sauvages et le cuire sous la cendre. Ce sera un régal. » Les deux compères, demandant l'arbitrage de Morgause, entreprirent alors d'énumérer à tour de rôle les recettes les plus alléchantes qu'il leur revenaient en mémoire, l'un et l'autre s'ingéniant à qui mieux à imaginer les plus savoureuses variantes. Le retour de Gouidillon mit un terme à leur joute oratoire. L'enfant, Morgane le remarqua avec amusement, avait pris soin de se laver les mains, de se coiffer et de se parfumer, et expliquait maintenant, l'air très important, aux deux hommes, le résultat de son inspection. « J'ai vérifié toutes les clôtures. Elles sont en bon état, sauf à l'extrémité des landes au nord, là où se trouvaient les brebis l'an dernier. Il y a un grand trou qu'il faudra réparer si l'on veut y faire paître les troupeaux. Du côté des chèvres, un pan de mur s'est écroulé, et les bêtes pourraient en profiter pour s'enfuir. »« Gouidillon, as-tu été là-bas tout seul ?» le gourmanda Morgause. « Tu sais pourtant que l'endroit est dangereux. Tu aurais pu glisser dans le ravin et on ne t'aurait jamais retrouvé. Je t'ai dit 100 fois de te faire accompagner par un berger lorsque tu vas par là. »« Je voulais y aller seul, » répliqua Gouidillon l'air buté. « Et j'ai vu ce que je voulais voir. Du haut des collines qui surplombent les landes, j'ai aperçu... » Gouidillon s'interrompit, car un homme grossièrement vêtu entrait tout essoufflé dans la salle. C'était Daunil, le chasseur. Il s'inclina respectueusement devant la reine. « Madame, il y a des cavaliers, au loin, sur la route. Je crois qu'ils viennent d'Avalon, car ils ne sont pas habillés comme nous. Ils seront là dans peu de temps. » Remerciant l'homme d'un signe de tête, Morgause dut se rendre à l'évidence. Ainsi pensa-t-elle, Gouidillon avait prévu leur arrivée. Oui, il avait le don, mais se gardait bien d'en faire état. Quel étrange enfant! Quel indéchiffrable sourire flottait à l'instant même sur ses lèvres. « Eh bien, » lança le gamin gaiement, « nous sommes prêts à les recevoir. Nous sommes en habit de fête et avons préparé à leur intention des gâteaux au miel et un gros poisson aux herbes sauvages. »« C'est une chance, en effet, » approuva Morgause, se levant comme dans un rêve pour accueillir les voyageurs. Debout au milieu de la cour, elle revoyait maintenant avec une étonnante précision ce jour lointain où Viviane et Merlin étaient arrivés au château de Tintagel. Aujourd'hui, le vieux magicien, s'il vivait encore, n'était sans doute plus en mesure d'accomplir de tels déplacements. Et Viviane, elle non plus, ne devait plus prendre la route comme jadis, vêtue comme un homme à l'allure qui lui convenait, sans se soucier de son escorte. Percevant à ses côtés l'impatience contenue de Gouidillon, elle observa l'enfant à la dérobée, haussé sur la pointe des pieds pour mieux distinguer les silhouettes qui s'approchaient lentement. Il était en 7 minutes l'image exacte de Lancelot. « Mère, qui sont ces visiteurs ?» demanda-t-il soudain en levant les yeux sur elle comme pour répondre à son regard. « La dame du lac, je suppose, et peut-être Merlin. »« Gouidillon, écoute-moi, je te le demande instamment. Lorsqu'ils seront là, écoute, mais n'ouvre pas la bouche, sauf si on te le demande. » Mais Gouidillon, avait-il seulement entendu ces paroles, n'avait apparemment cure de ses recommandations. Courant à toutes jambes vers la porte, il battit des mains et claironna fièrement. « Mère, voici nos invités !»